Et bonjour à tous, c'est Domoji pour ce que j'ai fait, mais bienvenue pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Veterans Memorial Coliseum de Portland en Oregon devant environ 3000 spectateurs, public plutôt décent cette semaine. On les a un petit peu entendus tout du long, il a fallu aller un peu les chercher, un public qui fonctionne bien j'ai trouvé. Et c'est MJF qui va arriver au ring en premier pour se plaindre de sa défaite contre Darby Allin, alors que voilà, il dit qu'il sortait d'un match contre Kenny Omega, que ses épaules n'étaient pas vraiment au sol, qu'il a pris un petit coup dans les valseuses, donc il va réduire un petit peu la victoire de Darby Allin contre lui donc la semaine dernière, et il va réclamer donc que Darby Allin se présente au ring pour qu'il lui rende son titre. Mais ce n'est pas Darby Allin qui se présente à lui, c'est Kevin Knight qui vient l'interrompre en tant que nouveau champion TNT et qui, voilà, lui, il avait annoncé qu'il avait peut-être envie d'avoir 2 ceintures et il a envie de se placer dans la course au titre mondial, éventuellement. Donc, il se dit qu'un match contre le précédent champion, ça peut éventuellement lui offrir des nouvelles portes. Mais MJF vient rappeler, bah voilà, il a déjà battu Kevin Knight, donc voilà, il est au-dessus de lui dans la course au titre mondial. Knight, il va tenter de provoquer un peu MJF pour avoir un match contre lui. MJF, il va accepter, mais sous condition que le titre TNT soit en jeu. Knight, il va accepter tout de suite, maintenant. Le match va avoir lieu, un arbitre arrive, la cloche va sonner, MJF quitte le ring, et il va prendre le micro pour dire, bon bah au final, le match ne sera que la semaine prochaine, si je me battrai pas ici. Et donc voilà, petit move un petit peu de méchant. La promo d'MJF était sympa, on sent MJF frustré d'avoir perdu, etc. Donc ça fonctionne bien. Il y a surtout un moment où on va y revenir un peu plus tard dans la soirée, un peu au niveau du main event, où je le trouve très intéressant ici, mais on va reparler un petit peu plus tard. En tout cas, on se dirige dans les vestiaires avec The Demand, avec René Paquette et Chris Jericho, qui vont annoncer qu'à Collision, il y aura un 3 contre 3 qui aura lieu, mais Jericho, voilà, il va devoir se trouver 2 partenaires, que pour l'instant il n'a pas, mais il va essayer de trouver. Il y a le moment un petit peu drôle où du coup, Ricochet va dire, voilà, que Jericho c'est celui qui se fait botter les fesses par The Demand toutes les semaines, et Jericho qui va lui dire, bah t'as plus le droit de le dire parce qu'en fait je l'ai déposé, j'ai même fait un t-shirt, donc voilà, t'as plus le droit de le dire maintenant. Donc c'était un peu drôle, c'est bien pensé pour le coup, ça fonctionne, j'aime bien. Premier match de la soirée entre Lio Rush contre Brody King, un match un peu curieux, avec un Lio Rush qui est très gimmické, voilà, avec ce personnage-là qui est arrivé depuis quelques semaines maintenant, avec le personnage du Black Heart, où ouais, il se parle beaucoup lui-même, c'est un peu une référence à tout ce qui est le vaudou, etc. Visiblement, alors moi j'ai pas connu cette période-là, mais c'est un personnage qui a déjà plus ou moins existé pour Lio Rush. Alors je sais pas si c'était sous cette forme exactement ou non, mais par le passé. En tout cas, les deux combinent vraiment bien ensemble. C'est peut-être le meilleur match de Lio Rush sous cette gimmick-là. Il perd pas autant de temps, je trouve, à se présenter que dans ses matchs précédents, ce qui aide forcément au dynamisme du match. Moi, le problème que j'avais surtout sur les matchs précédents, c'est pas tant le fait qu'il en fasse un peu des tonnes, c'est qu'il en fasse des caisses et que ça prenne beaucoup de temps à l'intérieur même du match. Je trouvais que ça interrompait beaucoup l'action sans que voilà, ce soit forcément tout le temps super intéressant. Sur le match-là, c'est bien mieux rythmé. Brody King fait un très bon match sur le côté, Lio Rush également. Finalement, Brody il finira pas l'emporter au terme de match qui était plutôt disputé. Voilà, c'était assez agréable à regarder. Moi, j'ai bien aimé. C'était compétitif et ça fonctionne bien. Et j'espère que Lio Rush gardera plus ça pour la suite plutôt que ce qu'il a fait sur les précédentes semaines. Je trouve que là, il a trouvé un bon équilibre dans ce qu'il faut proposer. En tout cas, sur du produit télé. Sur du produit, on va dire, plus indépendant. C'est différent, mais là, c'est du produit télé. Il faut savoir s'adapter au fait que ça passe à la télé. Donc, t'as présenté le personnage pendant les semaines précédentes. Maintenant, les gens ont compris comment ça fonctionnait. Tu peux simplifier un petit peu ta formule et peut-être ajouter des petits éléments au fur et à mesure, mais faut pas casser les rythmes sur des programmes télé. C'est ça. Alors, quand tu le fais, faut bien le faire et bien le doser. Et je trouvais que c'était pas trop le cas précédemment. Brody King qui va prendre le micro en disant que voilà, il va surveiller attentivement le main event de ce soir. Il félicite Darby, mais il ira confronter peu importe qui remporte le main event ce soir. Si c'est Tommaso Ciampa, bravo à lui. Tu auras Brody King dans tes pattes, et Darby, il espère que c'est lui qui va gagner, mais voilà, peu importe qui c'est, il ira confronter le vainqueur pour avoir un match pour le titre. En parlant de Tommaso Ciampa, le voilà en backstage en pleine concentration dans son match pour le titre mondial, René Paquette qui va lui demander s'il est prêt, et Tommaso voilà, qui dit qu'il a besoin de sa victoire, qu'il s'est toujours vu dire qu'il pouvait pas aller aussi haut qu'il le voulait, qu'il y avait toujours eu ce plafond de verre qui l'empêchait d'être un main eventer, il était pas assez grand, pas assez costaud. Donc voilà, là c'est son moment. En plus, Darby Allin représente un petit peu, je trouve que c'est intéressant du coup cette promo-là, alors qu'il affronte Darby Allin, qui est également dans les standards qui est moins un big guy que Tommaso Ciampa au final, parce que Tommaso Ciampa a l'avantage de la taille, etc.
Donc c'est des rigolos que ce soit cette confrontation-là. Je trouve que ça rend le tout encore plus pertinent de dire ah en fait est-ce que c'est pas un truc personnel contre moi ou est-ce que c'est voilà il y a pas tous les petits qui sont interdits d'aller remporter des titres mondiaux. Est-ce que c'est juste moi? Donc je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes à faire pour la suite avec cette idée-là. Donc j'espère qu'on va y aller, surtout qu'il se passe un petit truc au main event. On va parler également. Il se passe des choses au main event, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant en tout cas au niveau de Ciampa. Adam Copeland. Alors moi de mon côté, la promo avait l'air d'être coupée au début. Je sais pas si elle a été vue en entière derrière, comme moi j'enchaîne dans la foulée pour pas me faire spoiler, pour pas me faire trop influencer par l'avis des autres quand je fais les débriefs. Je sais pas si la promo complète est ressortie par la suite, mais en tout cas, de ce qu'on a entendu de cette promo-là, Adam Copeland, voilà, il dit qu'il aimerait bien avoir un nouveau shot au titre par équipe avec Christian Cage. Il va défier FTR dans un street fight à Double or Nothing pour les titres par équipe. Et si FTR gagne, Adam Copeland et Christian Cage prendront leur retraite en tant qu'équipe. Je suis un peu déçu. J'aime bien l'idée voilà, de rajouter de l'importance dans le match. Par contre, j'aurais quand même bien aimé qu'ils gagnent le fait de devenir challenger plutôt que de juste rajouter une couche. Au moins 1 ou 2 matchs comme ça en weekly. Alors peut-être que il y a des absences, il y a des bobos pour Christian, etc. Fallait vendre des absences, tout ça. Et que du coup, qu'il n'y avait pas le temps. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il remporte quelques matchs. À la limite qu'après, FTR refuse quand même de les affronter. Et à ce moment-là, on met cette stipulation-là supplémentaire. Plutôt que de ne mettre cette stipulation-là dès 2 semaines après All-In, après Dynasty. Je trouve que c'est moins intéressant, on va dire. Parce que voilà, j'ai envie de savoir qui sont forts par rapport au reste du roster par équipe. Et pour l'instant, j'en ai pas la certitude parce qu'ils ont affronté qu'une seule équipe sur les derniers mois, c'est FTR. Ils ont perdu au terme d'un bon match, certes. Mais voilà, pour l'instant, on n'y va que sur la renommée. Ce que je peux comprendre, c'est des vieux pères, etc. Mais bon, t'as des très bonnes équipes dans ta division par équipe comme les Young Bucks. Et je trouve ça peut-être un peu dommage qu'on n'ait pas tenté le truc d'avoir les Young Bucks qui disent bon voilà, c'est bon, nous on a attendu, vous aviez un match la fois d'avant. Et si vous voulez un match, faut nous passer dessus cette fois-ci. Donc voilà, je suis un peu partagé. Je trouve que après, en général, ils ont fait des bons segments pour Dynasty. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de très bien également pour Double or Nothing. Mais voilà, c'est juste moi, j'aime bien pinailler. Vous savez que je suis pas là juste pour faire le oui, c'est très bien W, faites continuer comme ça. J'aime bien pinailler sur des petits détails et je trouve que c'est quelque chose qui aurait mérité un petit peu plus d'effort, je trouve. Match suivant entre Hikaru Shida et Mina Shirakawa. Je suis content de l'existence de ce match parce que je trouve que c'est ce dont la division féminine manque cruellement. Une petite histoire qui permet d'impliquer quelques membres de ta mid-card. Le public, il était plutôt réceptif au match, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le match est assez sympa en plus, donc il se suit très bien. Hikaru Shida, c'est une chose moi que j'aime beaucoup, donc je suis content de voir qu'elle a du temps d'antenne, qu'elle peut fonctionner à la télé. Donc ça fonctionne bien, ça fait quelques semaines maintenant qu'elle est là, donc c'est cool de la réintégrer un peu. Le match, il va tourner après que Mina Shirakawa ait voulu utiliser le kendo stick d'Hikaru Shida, empêché par Krista Thunder, parce que Mina Shirakawa est persuadée que c'est Hikaru Shida qui a attaqué Toni Storm parce qu'elle a retrouvé le kendo stick à côté du corps sans vie de Toni Storm. Donc voilà, il y a cette tension pour Mina Shirakawa, surtout que visiblement sur les échanges en japonais entre les deux, quand elles font des segments croisés, Hikaru Shida est un peu à double visage, où elle a un peu babyface quand elle va parler en anglais à Chris Statlander, et elle va être un petit peu avoir des mots durs quand elle va parler en japonais. Donc il y a ce côté-là où du coup Mina Shirakawa pense que c'est peut-être elle qui s'en est pris à Toni Storm. J'aime bien parce que voilà, c'est une petite histoire qui fait vivre ta mid-card, où il se passe des trucs, ça permet de voir de Mina Shirakawa, ça permet de voir Hikaru Shida. Peut-être qu'il y avoir ce côté un peu enquête de Mina Shirakawa, ça va permettre de revoir un peu d'autres noms dans ta mid-card. Ce que je trouve dommage, c'est de pas avoir complété ça avec autre chose de ta division féminine. Ça aurait été bien de montrer par exemple Tekla. Ça aurait peut-être été intéressant de montrer un petit peu plus ta division pour le titre mondial, parce que là pour l'instant c'est pas vraiment clair après les défaites consécutives de Windsor et de Jamie Hayter pour le titre mondial féminin. Il va y avoir un tout petit truc après, mais je trouve dommage de pas avoir capitalisé pour faire montrer tes divisions. En tout cas, établir tes divisions complètement. Pareil, on n'a pas vu Willow non plus. Bon, après on peut pas me mettre tout le monde, mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu de division là-dessus, et qu'on nous montre qui est dans quelle case. Après, pour l'instant, c'est déjà sympa d'avoir ce genre d'histoire-là. Et je vais pour le moment m'en contenter. Will Ospreay
contre Mark Davis. Un match qui commence de manière tout de suite assez brutale entre les deux. Will Ospreay qui va foncer dans le tas, qui va pas se poser de questions et qui va à 100%. C'est un moment, je crois que c'est Nigel McGuinness qui le dit, mais qui dit voilà, en fait Will Ospreay il est revenu, on pourrait penser qu'il va baisser de rythme, mais il continue de tout faire à 100% parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. Et c'est bien ce que je lui reproche. C'est que je trouve que du coup forcément la nuque, c'est difficile à vendre quand tu sais pas faire autre chose que de faire du 100%. Maintenant, il propose quand même des choses assez impressionnantes sur le ring. Et d'ailleurs, le match va être assez impressionnant, surtout face à un Mark Davis qui est, je trouve, à chaque match, de mieux en mieux. Il a une progression constante depuis le début d'année et je pense qu'il est pas loin d'intégrer peut-être mes catcheurs préférés du côté de l'Elite là sur cette année-là. À chaque fois que je le vois, je suis content. Je suis allé regarder tous les matchs de la Mania Week où il apparaissait, les matchs à gauche à droite, parce que j'étais curieux de voir ce qu'il faisait tout simplement. Très très content de l'évolution de Mark Davis. Le match va être assez équilibré et plutôt bon. Mark Davis va réussir à toucher un piledriver sur Ospreay, mais il aura pas le compte de 3 à cause d'un tombé un petit peu trop près des cordes, où Ospreay va mettre le pied dedans. Il enchaînera avec un second piledriver, cette fois-ci sur le tablier du ring, encore un peu plus brutal, et l'arbitre qui va appeler le médecin, mais Will qui va demander à continuer le match, on va l'entendre un petit peu au micro de la caméra. Et comme la semaine dernière, Davis va être empêché de profiter de son avantage alors que l'arbitre ne fait pas le décompte à l'extérieur. Ça, sur le coup, ça m'a un petit peu frustré. Mais cette fois-ci, le médecin déclare à la fin du match, Mark Davis l'emporte par intervention médicale. Au début, j'étais un peu frustré, j'avais peur qu'on nous refasse le coup de Chisero de la semaine dernière, qu'on nous refasse le coup du « Ah non, mais il peut plus continuer, mais vas-y, arrête de l'attaquer, Mark Davis, on reprend le match, et en fait, il va bien. » Donc ça m'avait beaucoup frustré ce match-là contre Chisero sur ces éléments-là. Ou alors à la limite j'aurais peut-être bien aimé que l'arbitre fasse le décompte à l'extérieur quand il est dehors. Bon, voilà, s'il peut pas revenir au bout de 10 secondes, il perd le match et puis voilà, ça permet de le protéger aussi au niveau de la nuque. Et au final là c'est l'arbitre qui dit il a plus de sensation dans le bras droit je crois. Et donc on stoppe le match. Et donc Mark Davis qui l'emporte. Ça j'ai trouvé ça bien. Voilà, si on vend ça, moi ça me va. Si le médecin il intervient et qu'on empêche Mark Davis de catcher et de profiter de son avantage, après tout c'est Will Ospreay qui a décidé d'intervenir dans le match. Mark Davis n'utilise pas de méthode illégale dans le match, c'est des méthodes brutales certes, mais rien d'illégal. Donc à partir de là, il devrait pas être empêché d'utiliser les avantages qu'il prend dans un match. Donc très bonne décision, à partir du moment où le médecin intervient, de disqualifier Will Ospreay et de donner la victoire à Mark Davis. Moi, j'ai bien aimé que ça se passe comme ça. Et je trouvais que c'était une belle correction par rapport à la semaine dernière. Et alors que Mark Davis voulait placer un nouveau piledriver sur Will Ospreay pour terminer le travail, il va être interrompu par Marina Shafir et Jon Moxley, puis le reste des Death Riders qui viennent entourer le ring. Davis, il va relâcher sa proie pour l'abandonner donc aux Death Riders. Et ils vont tout simplement emmener Ospreay backstage sur les épaules de Castagnoli. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Que du coup, on sent que Jon Moxley il n'avait pas d'animosité en particulier face à Will Ospreay. Est-ce qu'il veut essayer de le recruter? La semaine dernière, il y avait Marina Shafir qui continuait d'observer Will Ospreay pour voir voilà si ce que ça donnait, etc. Donc je suis curieux de voir ce que ça va. Est-ce que c'est pour, comme je disais tout de suite, est-ce que c'est pour un recrutement? Est-ce que c'est juste que Jon Moxley veut qu'il soit en forme parce qu'il veut le réaffronter, parce qu'il pense que voilà il y a un goût d'inachevé sur le précédent match? C'est intriguant et c'est pour le moment c'est bien fait, donc curieux de voir où est-ce que ça va aller ici. Alex Windsor backstage qui veut sa revanche contre Triangle of Madness. Jamie Hater n'étant pas sur place, elle est rejointe par Persephone qui accepte de faire équipe avec elle contre n'importe quelle combinaison de Triangle of Madness à collision. C'est cool de voir Persephone à Dynamite. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, elle traîne surtout du côté de Ring of Honor ces derniers temps. Donc c'était plutôt sympa. J'étais surpris de la voir pour le coup. J'espère qu'il va peut-être y avoir un petit créneau pour elle. Pourquoi pas un Persephone contre Tekla, éventuellement pour Double or Nothing. Ça peut être intéressant. Peut-être qu'on commence à teaser des éventuels affrontements pour Forbidden Door. Je sais pas trop, mais c'est cool de voir Persephone ici. C'est tout ce qu'on a eu un petit peu pour cette course au titre mondial, mais qui est pas vraiment mentionné non plus. Donc j'espère que ça mène à quelque chose. C'est pas juste quelque chose pour une nuit. Persephone, c'est une excellente catcheuse. Donc s'il y a moyen de l'avoir pour la course au titre mondial du côté de l'Elite, franchement, on va prendre. Donc je curieux de voir où est-ce que ça va aller ici et j'ai vraiment envie de voir le match à collision. Surtout qu'on ne sait pas quelle sera l'équipe côté Triangle of Madness. On peut imaginer que ce sera comme Julia Hart et Sky Blue. Mais
Pour l'instant, c'est pas annoncé officiellement, donc on verra bien ce que ça va donner. Le retour de Samoa Joe sur les rings de Elite Wrestling pour affronter un certain Cody Chun, que je connais pas trop. Visiblement, il avait déjà affronté Darby Allin et Brody King dans sa carrière, c'est ce que j'ai vu sur sa page Cage Match, mais pour le coup, je le connais pas du tout, donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus. Mais voilà, petit worker local qui vient affronter Samoa Joe, et ça donne une victoire expéditive pour Samoa Joe, où au final, l'information principale du match, en plus du fait qu'il est de retour, c'est surtout qu'il a l'air de rester en bon terme avec Hook. En post-match, on voit que il serre la main, il se fait un petit check, donc il reste ami. Curieux de voir où ça va, parce que Hook s'est clairement positionné comme étant le leader du groupe avec Shibata, donc est-ce que ça va donner quelque chose pour la suite? J'ai envie de voir ce que ça va donner. Forcément content de voir Samoa Joe revenir du côté de Elite Wrestling, parce que c'est un catcheur exceptionnel et c'est toujours cool de l'avoir dans son roster. C'est un mec qui est pertinent dans tout ce qu'il fait. All Elite manquait d'un Samoa Joe, et Samoa Joe va vraiment apporter quelque chose d'intéressant, surtout dans cette division pour le titre mondial qui est complètement ouverte, et les titres continentaux et internationaux qui peuvent manquer de challengers crédibles. Il y a un Samoa Joe qui pourra se positionner dessus après le Okada Takeshita de Double or Nothing. René Paquette qui vient se renseigner si Chris Jericho a trouvé ses partenaires pour Collision, et sortant de son vestiaire, le Hurt Syndicate qui était présent pour affaire. Voilà, Chris Jericho qui a trouvé des gens qui n'aiment pas Ricochet, et donc qui a trouvé des anciens ennemis à lui, Shelton Benjamin et Bobby Lashley, qui cherchaient d'ailleurs de nouveaux membres. Alors je pense pas que Chris Jericho va rejoindre le Hurt Syndicate, je pense pas que c'est pour ça. Donc on n'a pas eu de suite pour le moment, je sais pas s'il y a eu des choses sur les réseaux sociaux par rapport à ça, par rapport au Hurt Syndicate qui cherche un nouveau membre. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles justement à cette collision-là. Est-ce que The Demand va trahir Ricochet pour rejoindre leur Syndicate? Je trouve que The Demand ça marche bien, donc je trouve que ce serait dommage. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais bon, je suis content de les revoir à l'écran, donc c'est peut-être pas le programme dans lequel j'avais le plus envie de les voir. Maintenant, si c'est pour juste un collision, ça va pas poser de soucis, c'est pas grave, ça fait de mal à personne. Darby, qui vient se présenter au ring en tant que nouveau champion du monde de Elite Wrestling, il va prendre un micro pour faire sa première promo en tant que champion du monde en disant que voilà, son premier match ici, c'était à Portland. Il a vu cette ceinture un peu changer certaines personnes, avoir leur ego qui s'emporte, etc. Et lui, il va essayer de rester le même le plus longtemps possible. Il va essayer de garder cette ceinture le plus longtemps possible. Mais en même temps, il sait que c'est fragile. Il sait que dès ce soir, il pourrait perdre cette ceinture contre Tommaso Ciampa. Donc c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, MJF qui va à nouveau venir pour réclamer sa ceinture, Darby va refuser, il va dire je vais pas te donner ta ceinture comme ça. MJF il va réclamer un rematch maintenant, tout de suite, mais Darby va également refuser, et il va dire que si MJF veut un shot, MJF il doit avoir quelque chose à proposer en échange, et voilà, MJF doit partir, parce que le match ne tient pas. Et maintenant, et d'ailleurs, il arrive, le Psycho Killer Tommaso Ciampa. Franchement, c'est une entrée qui fait beaucoup, on parle beaucoup de la présentation côté WWE, mais chez All Elite, il y a vraiment eu du travail assez fou de fait, je trouve, sur la présentation de catcheurs depuis quelques temps. Et il y a des vraies belles entrées, des vrais bons theme songs maintenant du côté de All Elite. Et c'est vrai que par exemple pour Tommaso Ciampa, tout de suite c'est une entrée qui met une ambiance et qui pose quasiment tout de suite un challenger pour le titre mondial. Et je trouve ça assez intéressant. Il va croiser MJF sur la rampe qui va lui glisser un mot qui j'imagine pas un mot sympa. Et Ciampa, il est dans sa concentration. Il a pas l'air de trop l'écouter. Il va juste lui claquer une petite bise. Il a pas l'air de ravir MJF. Et le match va pouvoir commencer. Le match va être particulièrement bon entre le nouveau champion du monde et l'ancien champion TNT. Il va y avoir notamment un énorme dive de Darby sur Ciampa. Il est toujours impressionné par cette faculté que Darby a d'emmener tous les matchs sur son terrain, même quand il s'agit de règles classiques. Il y aura notamment un Psycho Drailer depuis le haut du coin vers le ring, qui est assez impressionnant. Ciampa qui va mettre un moment avant de pouvoir remettre Darby Allin dans le ring, qui aura pas la force de trop éloigner des cordes, et du coup qui va avoir qu'un compte de 2 parce que Darby va faire le rope break avec son pied. Mais ouais, le Psycho Driller où ils tombent tous les deux à plat, tu sens qu'ils ont tous les deux souffert de cette prise là. C'était assez impressionnant. Puis c'est le truc qui est cool avec un mec comme Darby Allin, c'est que tous les trucs que t'oses pas faire avec d'autres, Darby Allin il va dire oui. Donc tous les trucs que t'as toujours voulu faire et que t'as jamais eu l'occasion de le faire, avec Darby tu peux. Donc c'est l'occasion de voir des moves qu'on voit jamais. Et ça c'est vraiment sympa de voir ces moments d'arsenal qui ont peut-être été rêvés par les catcheurs,
mais qui n'ont jamais été sortis auparavant. C'est cool de ce côté-là. Ciampa, il va même réussir à placer son coup de genou, mais uniquement pour un compte de 2. Il va réussir à le placer une seconde fois un peu plus tard, et également encore une compte de 2. Moi, ils ont réussi à me faire croire à une ou deux reprises que c'était déjà terminé pour le règne de Darby Allin. Donc franchement, le pari était réussi pour ce match-là. Il y a un ou deux moments où j'ai vraiment cru que Tommaso Ciampa allait remporter le match. Mais Darby va finalement parvenir à piéger Ciampa dans le Scorpion Deathlock. Ciampa va résister à un long moment, à plusieurs reprises. Il va réussir à s'approcher des cordes, il va tourner. Mais Darby va toujours réussir à le replacer un peu au centre du ring, à l'empêcher de sortir de la prise. Et finalement, Tommaso Ciampa va abandonner et offrir sa première défense à Darby Allin. Poignée de main entre les deux hommes qui vont faire un excellent match en main event de ce Dynamite. Et pour le titre All Elite Wrestling World masculin, c'était vraiment très sympa. Et du coup, je trouve que voilà, cette conclusion, elle est logique. Parce que Tommaso Ciampa, plus tôt dans la soirée, il disait bon, je pense qu'il y avait un plafond de verre pour les mecs comme moi, les mecs qui sont pas très grands, les mecs qui ont dit il manque de casse, etc. Et quand il affronte Darby Allin, au final, il revoit un petit peu en fait tout ce qu'il a dit plutôt, mais que quelqu'un avait réussi à le faire, donc il peut que reconnaître sa défaite finalement, parce que Darby Allin est un peu tout ce qu'il pensait qu'il n'était pas possible de faire, et quelqu'un l'a fait pourtant. Donc voilà, il serre la main, il reconnaît la victoire, il va lui donner sa ceinture. Et c'est une belle conclusion, je trouve que c'est une conclusion logique. Et voilà, Darby Allin a répondu aux attentes de Tommaso Ciampa finalement. Donc Tommaso Ciampa, il accepte sa défaite et va serrer la main. Et en parlant d'accepter éventuellement une future défaite, Brody King, qui se présente au ring et qui va annoncer que la semaine prochaine, si Darby le veut, Darby l'affrontera pour le titre World Championship masculin. Et l'épisode va se terminer là-dessus avec l'annonce officielle, parce que Darby va bien entendu accepter directement. Brody King et Darby Allin vont s'affronter dans le main event du prochain Dynamite. Le titre World masculin qui aura été défendu 3 semaines de suite en main event de Dynamite. Je crois pas que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Elite, mais ça colle bien à l'ambiance Darby Allin. Je trouve que c'est ce côté où c'est très bien, c'est qu'en fait le titre il suit vraiment le rythme des catcheurs au fur et à mesure. Donc voilà, on avait MJF qui défendait en pay-per-view parce que il veut que ses défenses soient importantes, il veut que les gens ils galèrent un petit peu à les chercher, là où Darby Allin c'est quelqu'un d'un peu ouvert, il estime qu'il y a des gens qui méritent d'avoir des chances, donc il va offrir des chances à tout le monde, et du coup il va défendre son titre un peu tout le temps. Donc je trouve que ça colle bien, ça marche bien, et la ceinture force pas les catcheurs à s'adapter à un rythme. Donc je trouve ça vraiment bien que tous les détenteurs des ceintures offrent un petit peu leur petite pierre à l'édifice à cette ceinture-là, qu'elle devienne certaines choses. Donc je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est tout pour cet épisode de Dynamite. Merci à vous de l'avoir suivi, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne, parce qu'il y a plus de la moitié d'entre vous qui n'êtes pas abonné à la chaîne et qui regardez les vidéos. Donc n'hésitez pas à vérifier, même si vous pensez l'être, que vous êtes bien abonné à la chaîne. Mettez un j'aime et un commentaire. C'était Dumble J pour Squash FM. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h, pour un nouveau récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!